La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à la Grande Odyssée 2021. Cette course mythique propose cette année une 17e édition avec 12 jours de compétition, près de 400 km et 10 étapes. Il s'agit de l'une des plus belles et des plus exigeantes courses de chiens de traîneau dans un décor alpin unique au monde. Annabelle Lascar-Cam, sa présidente, nous accueille au sein de la 6e étape à Pralognan-la-Vanoise. Annabelle, bonjour. Bonjour. Alors je sais que c'est un exercice pas très facile, mais est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots votre course ? Alors la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est une course internationale de chiens de traîneau à étapes qui se passe en janvier sur le territoire de Savoie-Mont-Blanc. Donc j'ai vu qu'il y avait 2 catégories, une catégorie limited et une catégorie open. Qu'est-ce qui les différencie ? Alors ce qui différencie, c'est le nombre de chiens avec lesquels les mushers, donc les compétiteurs, vont venir s'aligner sur la ligne de départ. Pour la catégorie Open, les mushers vont venir avec un pool de 12 chiens et ils pourront en utiliser entre 6 et 10. Et pour la catégorie Limited, les mushers vont venir avec un pool de 10 chiens et ils pourront en utiliser entre 6 et 8. Alors pour en revenir à l'organisation générale, combien de temps de préparation vous avez sur ce type de course ? Alors l'événement La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est une année de préparation. C'est-à-dire que quand on termine une édition, on va déjà commencer à préparer l'édition suivante. Et comment est-ce que vous choisissez le tracé ? Ça change chaque année ? On est sur un programme général de 3 ans. C'est-à-dire qu'on a des conventions avec les collectivités locales sur 3 années. Et donc au sein de ces 3 années, on peut varier sur la station en question, le parcours. Mais voilà, on a un programme qui sera en tout cas le même cette année encore et l'année prochaine pour les stations que nous traverserons. Quelles sont les autres valeurs que vous défendez ? Alors c'est des valeurs d'harmonie entre l'homme, l'animal, la nature. On a la chance de pouvoir avoir un bel événement qui traverse de belles montagnes, de beaux paysages. Et donc c'est des valeurs qui nous tiennent bien à cœur, ces grands domaines que nous traversons sur ces 12 jours d'événement. Quelles sont les difficultés, les spécificités de la course pour les mushers ? La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est une course qui est atypique sur son format. Donc c'est 11 jours de course, 10 étapes qui ont lieu donc, sur les territoires alpins avec un dénivelé important puisque les mushers vont parcourir 400 km et 12 000 mètres de dénivelé. Et donc quand on vient en tout cas sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, on vient chercher la difficulté. Et c'est vrai que c'est un événement qui peut être le Paris-Dakar des mushers ou encore le Tour de France pour ceux qui font du vélo. Quels sont les projets que vous avez pour les prochaines éditions ? Eh ben on va débuter la préparation de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc 2022 d'ici en effet quelques semaines. On a pu déjà organiser cette édition 2021 dans un contexte sanitaire qui était compliqué. Et donc voilà, on va débriefer de tout ce qu'on a mis en place. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a mis en place cette année que je pense que nous garderons pour l'année prochaine. Donc on va faire le bilan de tout ça et on va regarder comment organiser dans peut-être un autre format cette édition 2022. Quelles sont les choses que vous avez mis en place pour qu'il n'y ait pas de public, pour que le public puisse assister à cette course ? Alors là, c'est vrai que cette édition a lieu dans un format assez inédit puisqu'il est à huis clos. Le public ne peut pas se rendre sur les sites de départ ni les sites d'arrivée. Toutefois, on a mis en place et on a renforcé notre dispositif de suivi digital et de rendez-vous quotidiens dans les médias, ce qui permet au public de pouvoir suivre à distance l'événement. Et puis on retransmet également en direct tous les départs en streaming sur notre page Facebook, ce qui permet, je l'espère, à ceux qui voulaient continuer à soutenir leur chien préféré et les mushers favoris de pouvoir continuer à le faire. Eh bien, merci de nous avoir accueillis, puis on va peut-être vous laisser prendre le départ. Oui, merci, on va prendre le départ dans quelques instants. À travers la course, la montagne nous fait découvrir ses plus beaux atouts et nous ferait presque oublier ses dangers, et notamment les avalanches. À Champs-Rousses, des stages sont proposés aux skieurs afin d'apprendre les premiers gestes de secours. Pour le temps qu'il calcule. 0,3. Ce petit appareil, c'est un DVA, un détecteur de victimes d'avalanche, l'un des 3 indispensables avec la pelle et la sonde lorsqu'on sort en ski de randonnée ou en ski de fond. C'est un appareil qui est un émetteur et un récepteur. En tant qu'usager de la montagne, on va l'utiliser en émission de manière à être retrouvé par un autre utilisateur de DVA ou un secouriste professionnel. Professionnels et amateurs pouvaient assister à ces exercices d'initiation DVA à Champs-Rousses après une petite séance d'explication théorique. On va parler un petit peu de recherche en avalanche. On passe rapidement à l'action.
En commençant par la recherche de victimes, on fait des bandes de recherche assez larges entre 40 et 70 mètres sur toute la zone concernée par l'avalanche, jusqu'à ce qu'on perçoive un premier signal que l'on suit jusqu'à la personne ensevelie. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. Et finalement, on trouve assez vite un signal. Et après, comme c'est bien expliqué, en fait, on arrive à s'orienter et à trouver assez rapidement du coup le DVA qui a intérêt. On passe alors au sondage et au pelletage pour sortir la victime, en commençant si possible par dégager les voies respiratoires. Une fois qu'on a trouvé la cible, on laisse la sonde, on commence à pelleter. Donc il y a eu quelques ateliers sur le pelletage, bien pelleté en V avec une personne devant, une personne derrière pour évacuer la neige. Et puis voilà, on sort la victime. Pris sous une avalanche, une personne a 90% de chances de survie pendant les 15 premières minutes. Il faut donc se dépêcher et surtout être organisé. Mathias a lui déjà participé à une recherche sur le glacier de la Grande Motte à Tignes. J'ai dû faire un secours, en fait, on a vu un groupe qui se faisait ensevelir et du coup on est allé sur le lieu et avec le PGHM on a sondé pour savoir, parce qu'en fait on ne savait pas le nombre de gens qu'il y avait dessous. Donc on a dû sonder en ligne pour trouver potentiellement quelqu'un. Avec l'adrénaline, avec le fait que potentiellement il y ait des gens qui meurent, c'est plus compliqué, quoi. Après une matinée d'exercice, les skieurs peuvent partir randonner plus sereinement, car en France, une trentaine de personnes en moyenne meurent dans une avalanche chaque année. Pour la saison 2019-2020, il y a eu 46 avalanches déclenchées pour seulement 12 décès. Un chiffre en baisse, peut-être aussi du fait de ces formations. Retour à Pralognan-en-Vanoise. Ce sont 65 mushers et près de 600 chiens athlètes de très haut niveau venant des grandes nations du mushing européen qui s'élancent cette année dans cette nouvelle édition. Marion Joly, une des concurrentes, a accepté de nous donner ses impressions. Alors Marion, on est vers votre remorque à chiens. Tout à fait, donc les chiens ils sont là en attendant la course, ils passent la nuit dans les box et ils restent au chaud, ils sont bien. Donc vous êtes musher, qu'est-ce que ça signifie musher? Musher signifie conducteur d'un attelage mené par des chiens de traîneau. Donc sur neige c'est un traîneau tiré par les chiens. Il y a longtemps que vous faites ce métier? J'ai commencé en 2012 avec mes premiers chiens, j'avais un chien puis deux. À partir de 2 chiens j'ai pu atteler. Et puis après j'ai monté ma meute au fur et à mesure des projets. Combien de temps vous préparez cette course? Donc nous on commence les entraînements début septembre, dès que les températures commencent à descendre le soir. Et après c'est 3-4 entraînements par semaine jusqu'à la course. Donc ça cumule à peu près 1000 km d'entraînement depuis septembre. Et vous pouvez nous décrire un peu les sensations que vous avez lors de la course? On a l'excitation du départ, bien sûr, comme les chiens, ils ont une énergie folle au départ qui est partagée. Et après on se retrouve, il y a des concurrents, mais on se retrouve seul avec notre attelage au milieu des pistes forestières, au milieu des montagnes de Savoie et de Haute-Savoie. C'est vraiment des moments très forts. Ce sont des pistes qu'on ne connaît pas, que les chiens ne connaissent pas, qu'on découvre ensemble, qu'on partage ensemble. Et c'est vraiment magique et unique, quoi. Quelle relation vous entretenez avec eux? Du coup, mes chiens, je vais vous en sortir. Ah ben, je veux bien, voilà. Oui. Donc ce sont vraiment des chiens de famille. Hein. Ah. C'est des chiens très sympas. Hein. Ils vivent avec nous tout au long de l'année. Ils sont contents de sortir là. Ouais, là, ils sont contents, on va aller les voir. Ils comprennent comment ça se passe? Il y a de l'excitation dans le départ? Oui, donc ils connaissent parfaitement leur rôle. Hein. Ils savent qu'on est en course, ils savent qu'il faut aller vite, ils l'ont compris. Ils savent qu'il faut doubler les autres attelages qui sont à doubler. Ils ont vraiment cette impulsion course, ouais, tout à fait. Et donc pour eux, j'imagine que ça représente un effort énorme. À la fin, comment ils sont, dans quel état ils arrivent? L'idée, c'est quand même de les ramener dans le meilleur état possible, parce que le lendemain, on repart sur notre épreuve. Donc on va à leur rythme. Je pense que la meilleure stratégie à adopter, c'est d'aller à leur rythme. Si on les pousse trop, ils vont taper dans leurs réserves. Et donc voilà, ça c'est par contre c'est notre rôle de musher, de coacher cette équipe qui est devant nous. Alors voilà le fameux traîneau. Voilà mon engin pour les courses. Ça a l'air très technique. Hein. C'est un traîneau de compétition en effet, hein. Il est très spécifique, il est très court par rapport à un traîneau traditionnel. Il est en matériaux composites, il n'est pas en bois. Et voilà, avec des patins, c'est des skis de traîneau, mais c'est une base de ski. Et c'est un traîneau qui est excessivement souple. C'est ce qu'on va rechercher. On va rechercher la souplesse et la légèreté. Quand je suis dessus, voilà, je vais vraiment chercher comme avec des skis. Je me tiens juste au guidon et je pousse avec mes jambes. C'est vraiment du ski. Donc pour le piloter, pour la mise en avant
Et ben, ce sont les chiens, Ouais. uniquement les chiens. Ils vont assurer aussi les virages. J'ai pas de guidon, je peux pas tourner. C'est eux qui vont avec leur traction tourner. Moi, je vais juste les accompagner dans les virages avec mes jambes. Pour les descentes, j'ai des freins. Donc, je peux me servir de mes jambes avec les talons pour freiner quand c'est des petits faux plats descendants. Sinon, j'ai un tapis. Si vraiment il y a une urgence de freinage, un chien qui s'arrête parce qu'il est tombé, j'ai carrément une griffe ici. Une griffe qui se plante dans la neige. Là, je stoppe tout. Je ralentis pas, je stoppe. Ah oui, carrément. Ouais, Et après, si vraiment j'ai besoin de descendre, j'ai ce qu'on appelle l'encre à neige. L'encre à neige que je plante dans le sol et qui me fait frein à main. Le tapis, il se permis de remonte. conduire du traîneau, quoi. Tout à fait, oui, c'est du pilotage, complètement. Dans les Alpes françaises, à travers la Savoie et la Haute-Savoie, ces athlètes du grand froid parcourent des centaines de kilomètres grâce à des chiens d'exception. Mais au-delà du défi sportif, il s'agit de défendre des valeurs environnementales, l'esprit d'équipe ou encore l'authenticité de l'effort. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.